William Scarry, le fusil à tir automatique. 80 000 soldats. C'est exactement le nombre de militaires britanniques et australiens que le commandement devait évacuer secrètement de Gallipoli en décembre 1915 sous le nez de l'armée turque, dont les tranchées se trouvaient par endroits à seulement 50 mètres. La campagne avait échoué. 8 mois de combat, 250 000 pertes des deux côtés et aucune ligne n'avait été percée. Le commandement britannique décida de se retirer. Mais le retrait lui-même menaçait de tourner à la catastrophe. Dès que les Turcs remarqueraient que les tranchées se vidaient, ils ouvriraient le feu sur la plage. Selon les calculs de l'état-major, les pertes lors du retrait pouvaient atteindre 30 000 hommes. C'est alors que le caporal William Scarry, du 7e bataillon du corps impérial australien, imagina le dispositif suivant. Il prit 2 boîtes de conserve vides, une corde et un morceau de bois. La boîte du haut se remplissait d'eau, celle du bas était suspendue à la détente d'un fusil chargé. Un petit trou était percé dans le fond de la boîte supérieure. L'eau gouttait dans la boîte inférieure, qui s'alourdissait peu à peu, et 20 minutes après le départ du dernier soldat de la tranchée, un coup de feu retentissait. Les Turcs croyaient les positions toujours occupées. Le dispositif ne coûtait rien du tout. Sa fabrication prenait moins d'1 heure. Le commandement l'approuva immédiatement. Chaque secteur de bataillon fut équipé de 12 fusils de ce type. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1915, 80 000 hommes, 5 000 animaux, 2 000 véhicules et 200 canons furent évacués de la péninsule. Les pertes lors du retrait se comptèrent en quelques hommes seulement, un chiffre dérisoire au regard de toute autre mesure. Les Turcs ne découvrirent les tranchées vides qu'à l'aube. Scarry reçut la médaille de conduite distinguée et fut promu sergent. Au cours de sa vie, il perdit un œil et l'index de la main droite sur le front occidental, mais il vécut jusqu'à 68 ans. Evelyn Owen, le pistolet mitrailleur sorti d'un sac. En juillet 1939, un habitant de Wollongong, âgé de 24 ans, se présenta à la base militaire de Victoria Barracks à Sydney avec un pistolet mitrailleur artisanal de calibre 22 centièmes de pouce. Le chargeur fonctionnait grâce à un ressort de gramophone. Il n'y avait pas de sûreté. La détente était peu fiable. Le colonel de l'armée examina l'arme et répondit sans détour « C'est un pistolet pour gangsters américains. L'armée n'a pas besoin de cela. » Owen rangea le prototype dans un sac de sucre et l'oublia. En mai 1940, il s'engagea comme simple soldat dans le 2e corps impérial australien. En septembre de la même année, le voisin d'Owen, Vincent Wardell, directeur d'une aciérie à Port Kembla, tomba sur ce sac près d'une clôture. Un canon dépassait du sac. Wardell récupéra l'arme, en comprit le principe et se dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette idée. Il obtint le transfert d'Owen de l'infanterie vers le comité des inventions de l'armée. L'année suivante fut consacrée à la refonte de l'arme. Le chargeur fut déplacé vers le haut, ce qui permettait de tirer en position couchée. Le calibre passa à 9 mm, une sûreté correcte fut ajoutée, des essais comparatifs furent ensuite menés, l'arme d'Owen fut enterrée dans la terre, immergée dans l'eau, recouverte de sable. Le Thompson et le Sten britannique s'enrayèrent. L'arme d'Owen continua de tirer. L'armée l'adopta en 1942. 45 000 exemplaires furent produits avant la fin de la guerre. Les soldats australiens dans les jungles de Nouvelle-Guinée le surnommaient le meilleur pistolet mitrailleur de la guerre. L'arme resta en service jusqu'en 1971, à travers 3 guerres et 4 décennies. Owen reçut 10 000 livres de redevance, vendit son brevet à l'État et acheta une scierie. Il mourut en 1949, à l'âge de 33 ans. Oswald Bölke, les règles du combat aérien. En juin 1916, le Kaiser Guillaume II interdit personnellement à Oswald Bölke de voler. À ce moment-là, le capitaine de l'aviation allemande, âgé de 25 ans, avait remporté 19 victoires en combat aérien et était le pilote le plus performant de la guerre. Après la mort de son collègue Max Himmelmann, le commandement décida que Bölke était trop précieux pour être risqué au combat. Il fut retiré des vols et envoyé effectuer une tournée d'inspection sur les fronts.
Bölke se retrouva avec 1 mois de libre. Il l'utilisa pour faire ce que personne au monde n'avait fait avant lui. Il s'assit et coucha par écrit les règles du combat aérien. 8 principes tirés de son expérience personnelle. Attaquer avec l'avantage de la hauteur, approcher du côté du soleil, ne pas ouvrir le feu à longue distance, ne pas abandonner le combat tant que l'adversaire n'est pas détruit, Attaquer en groupe de 4 à 6 appareils, jamais seul. Le document reçut le nom de Dictat Bölke et devint le premier règlement tactique d'aviation de l'histoire, toutes armées confondues. Les Français et les Britanniques créèrent des documents similaires seulement 2 ans plus tard. En août 1916, Bölke prit le commandement de l'escadrille tout juste formée Jagdstaffel II. Parmi les pilotes qu'il choisit personnellement figurait Manfred von Richthofen, âgé de 24 ans, le futur Baron Rouge. Richthofen dira plus tard qu'il n'était lui-même qu'un pilote de chasse, mais que Bölke, lui, était un héros. Le 28 octobre 1916, Bölke périt dans une collision avec un avion de sa propre escadrille en plein combat. Il avait 25 ans. Les Britanniques larguèrent au-dessus des positions allemandes un mot rendant hommage à l'adversaire disparu. Les principes du dictat Bölke figurent encore aujourd'hui dans les programmes de formation des pilotes de chasse des pays de l'OTAN. Le général Adrian, le premier casque de combat. En août 1914, l'infanterie française partait au combat coiffée de képis en tissu. Aucune protection pour la tête. L'artillerie constituait alors la principale source de pertes et les éclats d'obus qui volaient au-dessus des tranchées fauchaient les hommes même à l'abri. L'intendant général Auguste-Louis Adrian remarqua ceci. Les soldats avaient commencé d'eux-mêmes à glisser sous leurs képis des couvercles métalliques, des assiettes en fer blanc, des morceaux de tôle, tout ce qui leur tombait sous la main. Ce bricolage était grossier et inconfortable, mais il fonctionnait. Les hommes portant des morceaux de métal sur la tête survivaient là où d'autres mouraient. Adrian se rendit auprès du commandant en chef Joffre avec la proposition de produire immédiatement des calottes en acier à porter sous le képi. On lui répondit que la guerre finirait avant que les casques ne soient produits, mais Adrian insista malgré tout. En février 1915, la production démarra. Au printemps, 700 000 calottes en acier avaient été fabriquées. Les données montrèrent qu'elles protégeaient de 60% des blessures à la tête causées par les éclats. Joffre fut convaincu. En avril 1915, Adrian conçut un casque de combat complet, avec bord et crête, le premier casque de combat en acier moderne de l'histoire. En l'espace d'1 an, 7 millions d'exemplaires furent produits. Il fut adopté par la France, la Russie, la Roumanie, la Serbie, la Belgique et l'Italie. Les Britanniques, les Allemands et les Américains créèrent leur propre version en partant de la même idée. Avant 1914, aucune armée au monde ne distribuait de casques en acier à ses soldats. Après 1915, aucune armée au monde ne combattait plus sans eux. William Beech, le fusil à périscope. En mai 1915, à Gallipoli, à la position de Queen's Post, les tranchées australiennes et turques n'étaient séparées que de moins de 50 mètres. Sortir la tête de la tranchée signifiait recevoir une balle. Le tir de tireurs isolés était incessant. Le caporal William Beech, 40 ans, du 2e bataillon du corps impérial australien, était contremaître dans le bâtiment dans la vie civile. Le 18 mai 1915, un officier inspectant la tranchée de première ligne aperçut 2 soldats occupés avec quelque chose d'étrange. Ils fixaient sur un fusil un cadre fait de débris de caisse et de bouts de fil de fer. Beech scia en 2 un fusil Lee-Enfield standard de calibre 303 centièmes de pouce. Il relia les 2 moitiés par un cadre en bois muni de 2 miroirs. Le miroir du haut regardait le long de la ligne de mire. Celui du bas renvoyait l'image vers le bas, dans la tranchée. La détente était actionnée par une corde. Le soldat se tenait dans la tranchée, voyait la cible dans le miroir et tirait sans lever la tête au-dessus du parapet. Le commandement apprécia immédiatement l'invention. Sur la plage d'Anzac Cove, un petit atelier fut organisé pour lancer la fabrication en série de ces dispositifs. L'armée britannique finit par déposer plusieurs brevets pour des variantes de la construction. En 1921, le ministère de la guerre britannique versa 100 livres à Beech pour son invention. Beech lui-même vécut jusqu'à 54 ans,
et mourut en 1929. Le capitaine McClintock, la torpille Bangalore. En 1912, le capitaine de l'armée britannique R.L. McClintock servait au corps du génie de Madras à Bangalore en Inde britannique. Il était confronté à une tâche précise: comment dégager les vieux barbelés laissés par les guerres anglo-boers et russo-japonaises sans s'en approcher sous le feu ennemi. Sa solution était d'une extrême simplicité. Un tube métallique d'1,50 m de long, rempli d'explosifs. On pouvait en visser un autre au premier, puis encore un autre, et faire glisser la charge sous le réseau de barbelés depuis une distance sûre. Le coût du premier exemplaire fut de 9 roupies, 5 annas et 10 païsas. Le dispositif fut baptisé Torpille Bangalore, du nom du lieu de son invention. La Première Guerre mondiale démontra son caractère indispensable. C'était précisément la combinaison des barbelés et des mitrailleuses qui transformait toute offensive en suicide collectif. La torpille permettait d'ouvrir des passages dans les barbelés sans perte. Le 6 juin 1944, des torpilles Bangalore furent utilisées lors du débarquement en Normandie. Le même tube, la même idée. Dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan », c'est grâce à elle que les soldats percent les barbelés sur la plage d'Omaha. La construction n'a pas fondamentalement changé depuis 1912. L'armée américaine utilise encore aujourd'hui les torpilles Bangalore. Le capitaine Livens, le projecteur fait de bidons d'huile. Juillet 1916, la Somme. La compagnie Z du génie britannique, sous le commandement du capitaine William Livens, se heurta à une position allemande fortifiée que ni les grenades ni les lance-flammes ne parvenaient à réduire. Livens prit 2 bidons d'huile de 5 gallons dans l'entrepôt, les remplit d'explosifs, y fixa un détonateur et les lança dans la tranchée. Les Allemands reculèrent. Livens comprit que le principe fonctionnait. Il revint, prit un réservoir de 12 gallons hors d'usage, en découpa le fond et obtint un mortier rudimentaire. Le tube était enterré dans le sol, incliné à 45 degrés. Un bidon d'huile militaire standard de 3 gallons servait de projectile. Le 25 juillet 1916, 80 de ces dispositifs tirèrent en salve avant une attaque des troupes australiennes près de Pozières. L'effet fut immédiat. Le général Gough assista à une démonstration et débloqua aussitôt des ressources pour la production en série. Une seule semaine sépara l'idée de sa mise en production. Selon les données du Musée impérial de la guerre à Londres, c'est le chemin le plus rapide entre une invention et sa production durant toute la Première Guerre mondiale. Livens adapta bientôt le dispositif aux obus à gaz. Des milliers de tubes enterrés dans le sol, tirant tous en même temps, créaient un nuage de gaz plus vite que l'ennemi ne pouvait enfiler ses masques. En avril 1917, à Vimy, 2000 projecteurs Livens tirèrent d'un seul coup. 140 000 exemplaires furent produits durant la guerre. Le projecteur resta en service dans l'armée britannique jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Hoang Kham, le fourneau sans fumée. En 1951, pendant la campagne de Hoa Binh, dans le nord du Vietnam, le cuisinier militaire Hoang Kham, de la 308e division d'infanterie du Viet Minh, fut confronté à un problème simple qui tuait des hommes chaque jour. La fumée de la cuisine de campagne était visible depuis les airs. Les avions de reconnaissance français repéraient le camp grâce à la fumée et une frappe suivait quelques minutes plus tard. Hoang Kham se mit à expérimenter. Il creusa dans le sol un foyer au sommet fermé, d'où partaient sous terre de longs canaux en bambou. La fumée passait par ces canaux, se refroidissait, se dispersait, puis ressortait en surface sous la forme d'un mince filet à quelques mètres de la cuisine, presque invisible depuis les airs. Ni flamme visible, ni nuage de fumée. On pouvait cuisiner aussi bien le jour que la nuit. En octobre 1952, l'armée attribua officiellement le nom de son inventeur à cette construction. Le fourneau Hoang Kham se répandit dans toutes les unités des forces armées vietnamiennes. Il fut utilisé dans les tunnels de Cu Chi pendant la guerre contre les États-Unis. Le général Vo Nguyen Giap déclara plus tard qu'on ne pouvait pas pleinement décrire les succès militaires de l'armée vietnamienne sans le fourneau Hoang Kham. Hoang Kham lui-même servit jusqu'en 1958, avec le grade de capitaine.
Il mourut en 1996. Aujourd'hui encore, la construction de ce fourneau fait partie intégrante de l'entraînement militaire au Vietnam. Vesta Stout. La lettre à Roosevelt. En 1943, Vesta Stout travaillait à l'usine de munitions de Green River dans l'Illinois. Sa tâche consistait à emballer des cartouches pour grenades à fusil. Ses deux fils servaient dans la marine des États-Unis. Les caisses de munitions étaient scellées avec un ruban de papier, puis trempées dans de la cire pour l'étanchéité. Pour ouvrir la caisse, il fallait tirer sur une languette. Mais le ruban de papier était fin et les languettes se déchiraient sans cesse. Sous le feu, les soldats ne parvenaient pas à ouvrir la caisse et se tournaient vers leur couteau. Stout proposa une solution assez supérieure, remplacer le papier par un ruban de tissu résistant à l'eau muni d'une languette solide. Les supérieurs l'ignorèrent. Le 10 février 1943, Stout écrivit personnellement au président Roosevelt avec une description détaillée du problème et des schémas. Roosevelt transmit la lettre au comité de production de guerre. Le comité la transmit à l'entreprise Johnson & Johnson. Le 26 mars 1943, le ministère de la Guerre confirma officiellement que l'idée était retenue pour la production. Le ruban en tissu de coton avec adhésif en caoutchouc entra dans l'armée sous le nom de ruban de canard, du nom du tissu de coton dont il était fait. Les soldats découvrirent rapidement qu'il permettait de réparer presque tout, des bottes aux blindés. Dans l'armée, on le surnomma le ruban des 100 000. Après la guerre, le ruban passa dans l'usage civil. Aujourd'hui, il est fabriqué et vendu dans le monde entier. Vesta Stout mourut en 1966, à l'âge de 75 ans. Le Panzerfaust, un trophée devenu légende. En 1944, les ingénieurs soviétiques reçurent une mission, étudier les Panzerfaust allemands capturés et créer quelque chose de meilleur. Le Panzerfaust était d'une simplicité géniale, un tube, une charge de poudre, une ogive à charge creuse, à usage unique. Bon marché, rapide, mortel, les Allemands en produisirent plusieurs millions. Un seul soldat pouvait détruire un char. Un seul problème, une fois utilisé, on le jetait. Les concepteurs soviétiques reprirent l'idée du Panzerfaust, y ajoutèrent la réutilisabilité empruntée au bazooka américain et se mirent au travail. La première version, le RPG-1, échoua aux essais, une portée de seulement 50 mètres. Un groupe parallèle, à Kovrov, développa une autre construction. En 1949, le RPG-2 fut adopté. En 1961, apparut le RPG-7. Le RPG-7 est l'arme anti-char la plus répandue de l'histoire de l'humanité. Plus de 40 pays l'ont produit ou le produisent encore. Il équipe des armées, des groupes de partisans et des milices sur tous les continents. Selon certaines estimations, plus de 9 millions d'exemplaires ont été produits. À l'origine de tout cela, un tube allemand à usage unique datant de 1943 que les ingénieurs soviétiques ont décidé de ne pas jeter. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et mets un like. Écris tes idées pour le prochain épisode dans les commentaires.